moi, l'IA nous rend vraiment plus créatifs. Je l'utilise beaucoup dans le pro et dans le perso. Par exemple, pour des idées de recettes ou pour des cours de sport, c'est beaucoup plus intuitif. J'ai besoin d'une image pour illustrer une présentation, ça me le fait en 2 secondes. Elle peut donner des axes de réflexion et de créativité qui sont assez intéressants. Bienvenue dans La Machine à retrouver le temps, le podcast de l'IA au quotidien par Intel. Au milieu de toutes les nouvelles capacités de nos PC dopés à l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses liées à la productivité, évidemment pour travailler plus vite, plus simplement, plus efficacement surtout, mais il en est une qu'on oublie un peu trop vite, la créativité. En permettant à la machine de traiter à grande échelle de l'image, du son, de la vidéo, en lui donnant les capacités aussi de créer des contenus à la demande, l'IA décuple peut-être notre capacité à créer. Bonjour Quentin Barbier. Bonjour. Vous êtes ingénieur avant-vente chez Intel, vous êtes spécialisé dans la création numérique, c'est la raison de votre présence ici aujourd'hui. Votre métier justement, c'est d'expliquer, de démontrer, de rassurer aussi peut-être parfois les utilisateurs, les clients d'Intel face à ces nouveaux usages. Alors, on a tous vu évidemment la capacité de l'IA à créer du contenu, de l'image, du son, de la vidéo. Est-ce que pour autant on peut dire que l'IA peut nous rendre plus créatifs ? Absolument, et c'est aussi un des buts de l'IA, c'est de rendre accessible la créativité, parce que ça va pouvoir faire tourner des tonnes d'outils via l'intelligence artificielle, et on va même pas forcément le voir initialement, mais on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à accélérer des tâches de tous les jours qui vont pouvoir utiliser de la créativité, qui vont faire appel à la créativité. Des choses qu'on n'aurait pas forcément le temps initialement de le faire. On se dirait, ça va me prendre un week-end, des jours et des jours à le faire, sauf que ça va nous le rendre plus accessible et plus rapide. Alors, cette capacité, on va en trouver quelques exemples qui touchent un peu Monsieur Tout-le-Monde. En fait, on le voit, et c'est à peu près la même chose que quand on traite du texte, par exemple. Dès qu'on a beaucoup de données à traiter, c'est là que l'IA fait la différence. On imaginait des exemples. Vous revenez d'un mariage, vous avez 600 photos. Vous revenez d'un mois de vacances à l'étranger, vous avez 800 photos. Là, l'IA peut faire la différence. Exactement, et que ça soit pour le photographe qu'on aura embauché pour le mariage, parce qu'il saura faire le cadrage, tout ça, la retouche qu'il faut. Mais ce ne sera pas la seule personne à faire des photos pendant l'événement, ça va être aussi nos amis, nos familles qui vont bombarder de photos l'événement. Donc on va vouloir faire un petit film, un petit montage vidéo, etc. derrière, regroupant toutes ces images-là, les traiter plus facilement. On peut le voir déjà sur nos smartphones où on va aller tri en fonction des personnes qui sont dessus, etc. Là aussi, pour faire la retouche, débruiter du bruit, parce que mauvais éclairage, ou etc. Plein d'algorithmes qui seront supportés par l'intelligence artificielle vont nous permettre de traiter facilement toute cette masse de données qui est en train de se créer et qu'on aimerait bien être créatif pour pouvoir les utiliser, mais pas forcément le temps, ni l'envie et les compétences. Et les deux vont être accessibles via l'intelligence artificielle. Alors évidemment, il y a toutes ces nouvelles capacités créatives, mais il y a aussi des choses qui changent un peu la vie au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, je repense à cette bibliothèque de photos qui, avec les années, devient 1000, 10 000, 50 000 photos. C'est devenu quasi impossible de retrouver un cliché. Il faut se souvenir de où, quand on était, est-ce que c'est chronologique ? Là, tout à coup, on peut faire des recherches en langage naturel, comme on les ferait sur le cloud, mais tout à coup, qui vont être traitées en local. On peut dire, je voudrais une photo où j'étais avec ma fille et mon chien, et ça marche. Exactement, donc c'est vraiment les usages qu'on va pouvoir avoir, de pouvoir trier facilement, de se dire est-ce que tonton Gérard était sur cette photo ensoleillée, je veux avoir que les photos ensoleillées, donc on va pouvoir faire de la recherche plus naturelle, et donc accélérer ce temps de tri qu'on a des photos dessus. Et ça, on le fait pour la photo, on peut le faire pour la vidéo, on pourra bientôt le faire pour la musique, en fait. Aussi, oui, tel genre, là j'écoute beaucoup de métal, j'écoute beaucoup d'électro, donne-moi le dernier artiste que j'ai écouté récemment, etc., sur notre bibliothèque son qu'on a peut-être hébergé chez soi, etc. Donc. C'est intéressant parce qu'on déplace vers soi des capacités qui étaient normalement celles des plateformes. Exactement, et ça on peut le retrouver aussi dans les usages un peu domotiques, où on localise de plus en plus ces tâches-là. C'est un peu moins créatif, mais quoi qu'on peut faire beaucoup de création en domotique. Sur jouer en fonction, on parlait de musique. Et donc là, traiter en local, les demandes en disant joue-moi telle musique qui va bien fonctionner avec, par exemple, on est en train d'être en mood, dans un esprit créatif, en disant là j'ai besoin d'une musique qui fonctionne bien avec, et donc lance la musique et on se met dans un esprit, lance-moi une musique qui fonctionne bien pour un temps ensoleillé. Et donc là, ça peut nous permettre de réfléchir en disant c'est une musique un peu feels good,
Ouais, c'est-à-dire qu'on décrit son besoin plus que le fichier, Exactement, le contenu qu'on recherche en fait. Du coup, l'intelligence artificielle va pouvoir aller chercher en fonction des besoins et des émotions que l'on veut appliquer dessus. La différence que font les nouveaux PC qui embarquent de l'IA, c'est que tout à coup, ces traitements, ils peuvent se faire en local sur la machine. On n'a pas besoin d'envoyer ces 6 heures de vidéo sur une plateforme sur le cloud, ces 3000 photos sur une autre plateforme. Exactement. Avec les processeurs Core Ultra d'Intel, on amène 3 composants de calcul à l'intérieur. Donc, que ce soit le CPU, comme on a l'habitude d'avoir, le GPU qui va avoir des calculs plus lourds et plus gourmands. La puce graphique, c'est comme ça, on dit la en puce français. graphique. Et la partie NPU qui est vraiment pour le neural processing. En anglais, c'est le calcul des réseaux de neurones et qui, elle, va être adaptée pour tout ce qui va être tâche de fond et pour traiter ces traitements d'image, etc., traitement du son. Et donc, tout ça va pouvoir se faire au niveau local sur le PC sans avoir à craindre d'envoyer ces données à un service que l'on n'a pas forcément confiance. Et puis sans entamer sa capacité de stockage sur le cloud, sans prendre tout le temps pour télécharger les données dans un sens et dans l'autre. On voit bien à quel point l'innovation s'est vraiment accélérée ces 2 ou 3 dernières années. Il y a 2 ans, très schématiquement, on générait des images ou des photos pas toujours très crédibles. On prend toujours l'exemple des mains à 7 doigts. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on s'y reprend vraiment à 2 fois pour faire la différence entre un vrai cliché, même retouché, et puis une photo totalement générée par l'IA. Tout à fait. Et là, c'est des outils qui utilisent un certain type de neurones qui s'appellent les transformers. Et aujourd'hui, ce sont des neurones que l'on maîtrise bien. Les ingénieurs et les chercheurs maîtrisent bien ces neurones-là. Et dans le futur, on peut s'attendre aussi à ce qu'une fois qu'on arrive vraiment sur le palier de maîtrise technique de ces outils-là, les chercheurs en intelligence artificielle vont nous trouver de nouveaux outils mathématiques encore plus performants. Et donc, on va aller là-dessus, forcément. En tant qu'observateur, ça vous donne plutôt le vertige ou est-ce que vous êtes plutôt impatient de voir ce que l'avenir vous réserve? Il y a les deux, parce qu'il y a un certain vertige. On ne s'imaginait pas forcément il y a 10 ans. Ça, quand les débuts du deep learning ont vraiment commencé à devenir plus populaires, on était encore sur des tâches assez simples de détection d'objets, des choses comme ça. Et on ne s'imaginait pas qu'on pouvait générer des images aussi précises dessus. En fait, si on l'imaginait, mais on ne faisait que l'imaginer, parce que c'était des projections de la science-fiction, en fait. C'est ça, on l'imaginait à beaucoup plus long terme qu'aujourd'hui. Donc les Transformers ont amené vraiment un changement assez important. Et maintenant qu'on commence vraiment à les maîtriser, quel sera le nouvel outil dans les réseaux de neurones qui va transformer encore la chose. En fait, ce qui est en train de se passer aussi, et c'est vrai pour la petite machine que j'ai devant moi, qui est un PC avec un Intel Core Ultra 7, donc avec justement ce processeur neuronal, on est face à des machines où finalement l'IA va être utilisée en tâche de fond, sans que je m'en rende compte, ou sans que j'ai à me poser la question, exactement comme j'ai pas à me poser la question de savoir si c'est le CPU ou la puce graphique qui est en train de gérer une chose ou une autre. Exactement. Donc les programmes, les applications vont utiliser des outils, des fonctionnalités. Et nous, on ne va pas forcément savoir qu'il y a de l'intelligence artificielle. Par exemple, on fait de plus en plus, on l'a vu avec le confinement, tout ça, des réunions sur Teams, sur Zoom, etc. Et donc, on va vouloir cacher le fond. On n'a pas toujours un beau fond comme ici pour pouvoir avoir une discussion professionnelle. Et donc, ce détourage qui va être fait de nous-mêmes va être utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, des modèles d'intelligence artificielle qui vont nous faire ce détourage-là proprement. Et cela va être fait et calculé sur potentiellement les GPU ou au mieux le NPU pour ce calcul neuronal. Et donc on ne le voit même pas et ça permet aussi d'économiser de la batterie parce que c'est des unités de calcul spécialisées dans ça. Et donc c'est moins énergivore. On est en balade, on n'a pas de quoi brancher. Ça aide aussi à ce niveau-là. C'est intéressant parce que ça veut dire, là on parlait des livres photos, de manipuler ses vidéos, mais en fait il y a tout un pan d'applications qui, elles, concernent plus spécifiquement les entreprises. Exactement, et donc après que ça soit, on crée de plus en plus de PowerPoint, de slides, de decks, etc., de présentations. Et pourtant on n'est pas tous devenus plus créatifs. Ah non, mais on a besoin d'être créatif et on va souvent perdre du temps à se dire comment est-ce que je vais former ma présentation, etc. Et donc ce sont des outils qui vont pouvoir aider à ce niveau-là. Donc quand on n'est pas dans un métier créatif, on a quand même besoin des fois de faire des tâches créatives, même si la présentation, les slides, etc., c'est pas forcément de l'art à part entière, mais on a besoin d'avoir un aspect graphique et créatif qui va avoir
un impact sur ce que l'on présente. Si on présente quelque chose vraiment pas beau, Oui, une présentation à l'ancienne qui ressemble à un manuel de magnétoscope japonais, oui, je vois. c'est Oui. ça, on va perdre son auditoire, on va perdre son audience, et on va avoir son message qui va avoir moins d'impact que ce qu'on aimerait avoir. Alors que créer 3 images de fond qui, elles, sont impactantes et puis qui sont dans le sujet de sa présentation, ça devient évidemment beaucoup plus simple qu'auparavant. Exactement. Alors justement, pour s'essayer à toutes ces nouvelles possibilités, Intel, vous avez une espèce de mission d'évangélisation, en fait. Pas seulement auprès des clients, des utilisateurs, mais aussi des développeurs de logiciels, tous les développeurs d'applications, les fabricants de PC et d'appareils en tout genre. J'ai vu, vous avez développé un outil qui s'appelle AI Playground, qui est un peu schématiquement comme un bac à sable où on pourrait tester, s'essayer à tous ces nouveaux usages. Exactement, et comme tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'a pas forcément les compétences ni l'envie d'aller mettre ses mains dans le cambouis et vraiment de se dépatouiller avec tout un tas d'utilisations de frameworks, de mots compliqués pour faire fonctionner de l'intelligence artificielle. Là, on a développé un outil qui va être une interface et on ne va pas voir ce qu'il y a derrière, on ne va pas se compliquer la vie avec toute la mécanique de fond. Donc on a juste à installer cette interface-là, cette application, et jouer avec quelques modèles qu'on va lui donner. Donc on va télécharger un modèle qui va nous intéresser dans son aspect, dans ce qu'il va nous produire. Par exemple, pour produire quel genre de choses? Une image ou une discussion de façon LLM pour discuter avec un chatbot. Et donc là, on va pouvoir le télécharger, l'amener sur cette interface, et on va pouvoir jouer avec ces nouvelles générations, ces nouveaux outils d'intelligence artificielle que sont la GenAI. Alors ça fonctionne justement sur ces nouveaux PCIA avec processeur Core Ultra, mais pas seulement. Exactement, donc les Core Ultra ont, comme je disais précédemment, ont une puce graphique intégrée. Le NPU en plus. Et le GPU, et c'est vraiment cette partie GPU-là qui va être utilisée. Et donc si on a un GPU discret Intel Arc en plus, là ça va fonctionner aussi. Donc que ce soit Core Ultra ou Intel Arc en GPU à côté. Alors dans cette grande mission d'évangélisation, il y a aussi les développeurs avec qui vous travaillez depuis très longtemps, les développeurs d'applications. Pour eux, vous avez lancé OpenVINO, qui est un outil qui lui permet d'intégrer simplement des fonctions d'intelligence artificielle au cœur de ces applications. C'est ça, donc au fait, OpenVINO est un outil qui va permettre d'intégrer et de faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés, développés, mais de façon simple, et va décider où est-ce que le modèle va le mieux fonctionner. Donc que ce soit sur le CPU, sur le NPU ou le GPU. Et donc dans ce cas-là, le développeur a juste à intégrer OpenVINO dans son code pour le faire fonctionner. On va prendre un exemple d'un studio d'animation. Dans ce cas-là, un développeur dans un studio d'animation, souvent son travail va être de développer des outils pour ses collègues, pour que ses collègues créatifs, etc., n'aient pas à faire des tâches trop répétitives et perdre du temps dans la production de la séquence de son film d'animation, etc. Et donc dans ce cas-là, il va pouvoir utiliser OpenVINO pour lancer des modèles d'intelligence artificielle, par exemple de la détection de mouvement pour faire des prototypages de motion capture, enfin de détection de mouvement pour qu'un personnage puisse bouger en fonction des bras, que ferait derrière. Et dans ce cas-là, si les artistes ont un Intel Core Ultra dessus, le OpenVINO va pouvoir tirer à pleine partie des capacités de calcul dessus. Et donc l'artiste va ne pas voir qu'il utilise OpenVINO, mais le développeur aura intégré le plugin qui va fonctionner dessus. En fait, on le voit bien, hein, pour que tout ça se généralise, j'ai envie de dire, pour que la révolution s'accomplisse, il faut que ces nouvelles fonctions soient intégrées presque par défaut aux applications qu'on utilise déjà. C'est-à-dire, je pense à, à la suite Adobe, par exemple, pour les loisirs créatifs, à tout ce que fait Microsoft, etc. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut qu'on soit des dizaines, des centaines de millions à l'utiliser sans avoir besoin de se poser la question. C'est ça qui va changer. Exactement. Et donc, que ce soit via OpenVINO, par exemple, c'est vraiment la démocratisation de ces usages-là. Par exemple, XSplit propose une fonctionnalité de caméra virtuelle pour le détourage. Ça utilise OpenVINO, mais l'utilisateur ne va pas forcément le voir. Et c'est des petits usages comme ça, par-ci, par-là, qui vont s'intégrer. Et donc, c'est vraiment, on est au début de cette ère de l'intelligence artificielle qui arrive un peu partout dans toutes les fonctionnalités du quotidien. Et donc, avoir des processeurs prêts pour demain, et demain qui commence aujourd'hui. Donc ça nous permettra d'être vraiment prêts pour le futur
et d'aller de l'avant et de ne pas être largué sur ces usages-là. Bon, en tout cas, le futur s'annonce passionnant. Merci beaucoup, Quentin Barbier, d'être venu nous expliquer tout ça. Je rappelle, vous êtes ingénieur avant-vente chez Intel, spécialiste des usages créatifs. Alors, vous parliez du futur, ça tombe bien, parce que dans le prochain épisode de La Machine à retrouver le temps, on va se parler de l'avenir de l'IA, une projection passionnante dans un monde qui s'accélère. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode du podcast, mais aussi tous les autres sur votre application de podcast habituelle, que l'on parle d'Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music et tous les autres. Retrouvez-nous aussi en vidéo sur la page YouTube d'Intel. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt.